Tabaski 2024, le besoin en moutons est estimé à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. En plus de s'assurer de leur disponibilité et des conditions optimales d'une bonne fête, le Premier ministre prône la rupture dans le secteur agro-sylvo-pastoral. Il veut des mesures structurelles et non conjoncturelles face à la cherté de la viande et des produits agricoles. Le Premier ministre Ousmane Sonko présidait ce matin au conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski à Ramdaoua. Un conseil interministériel sur la Tabaski, il se tient tous les ans à l'approche de la fête, fait le point de la situation, recueille les avis des uns et des autres et, in fine, énonce des mesures. Problème, le Premier ministre remarque que ces mesures sont souvent conjoncturelles pour simplement parer à des urgences. Or, le constat, il est là. On parle de Tabaski. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes. Et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons. Et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent au niveau des marchés. L'exemple est étayé avec l'évolution du prix de la viande de 2014 à 2023, des données de l'ANSD qui révèlent une forte augmentation. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2 782 francs en 2014 à 4 338 francs en 2023, soit une hausse de 1 556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2 319 francs en 2014 à 3 780 francs en 2023, soit une hausse de 1 461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien. C'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Ce conseil interministériel s'est donc voulu plus élargi dans ses considérations, pointant une situation socio-économique insupportable. C'est d'autant plus inacceptable que le potentiel agropastoral de ce pays est immense. Ce que nous vivons est le produit ou la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Nous pouvons vous promettre que dans les semaines et mois à venir, une action spécifique sera consacrée à ce volet de notre programme pour que les choses changent réellement et profondément. Mais le changement ne pourra intervenir que si tous les acteurs comprennent, constatent et acceptent de marcher ensemble vers cette même direction. L'ambition pour le gouvernement est de tirer le maximum de ce secteur générateur d'emplois et de richesses. En attendant, les mesures sont prises pour que la fête soit belle, que les 810 000 moutons nécessaires à la Tabaski soient disponibles, que la sécurité soit au rendez-vous dans les points de vente et que les demandes de financement soient diligentées. Et puis le Premier ministre a instruit une quinzaine de mesures d'ordre financier, sécuritaire et organisationnel pour une bonne fête de la Tabaski. Voici quelques-unes de ces mesures lues par le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminoulo. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, à échanger avec les autorités mauritaniennes et maliennes pour faciliter l'importation de moutons, ainsi qu'avec les autorités gambiennes pour le transit du bétail vers les régions sud du pays. Monsieur le Premier ministre invite le ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique,
et le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a veillé à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Industrie et du Commerce à entreprendre les démarches nécessaires auprès des provendiers pour faciliter aux opérateurs l'accès aux aliments usinés par l'installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et des points de regroupement du bétail à l'intérieur du pays avant leur convoyage aux points de vente. À veiller à l'approvisionnement correct du marché en denrées de grande consommation, oignons, huile, pommes de terre notamment. À prendre les mesures idoines pour lutter contre la spéculation. Vers la mise en place d'un guichet unique pour la diligence des dossiers des enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a fait l'annonce hier lors d'une rencontre avec les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, non membres du G7. C'était à Diamniadio. Plusieurs sujets liés à l'équité et à l'inclusion dans la gestion du système éducatif ont été abordés, notamment la signature des arrêtés d'admission au CAP. Et puis le problème des enseignants décisionnaires a été évoqué. Massamba Djan. Ils étaient plus d'une quarantaine de syndicats d'enseignants réunis autour de cette table. Une rencontre de prise de contact qui s'inscrit dans la continuité des discussions entamées par le ministre de l'Éducation nationale avec ses partenaires de l'éducation. Elle a par ailleurs permis à Moustapha Mamba Guirassy de partager à nouveau la vision du chef de l'État pour la transformation de l'éducation. Si nous voulons réellement aller dans le sens de la transformation de ce secteur, comme vous l'avez toujours souhaité du reste, je pense qu'il est important d'entrer en contact avec tous les acteurs, d'écouter chaque acteur, d'intégrer le mieux possible, le plus possible, les préoccupations des différentes parties pour essayer ensemble de co-construire quelque chose de solide, de performant et qui nous ressemble et que nous souhaitons. La compréhension que j'ai du ministre de l'Éducation, sa mission, c'est un animateur, un fédérateur, un acteur d'un secteur qui doit être en mesure d'écouter tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout de faire avancer tout le monde. Durant 4 tours d'horloge, le ministre et ses partenaires ont échangé sur plusieurs sujets liés à l'équité et à l'inclusion dans la gestion du système éducatif. Les secrétaires généraux des syndicats se sont félicités de la démarche du ministre et ont relevé plusieurs préoccupations. Nous souhaiterions la formalisation et la pérennisation de telles rencontres dans le temps et dans l'espace. L'implication minimale lors des négociations de cadres structurés et représentatifs d'enseignants et d'enseignantes. 3. La résolution définitive du cas des décisionnaires, de ceux-là qui sont dits décisionnaires, qui souffrent en fonction, lorsqu'ils sont en fonction, et pire lorsqu'ils sont à la retraite. Nous, ce que nous avions proposé en tant que syndicat, c'est que l'examen de ce CAP se fasse dans les CRP pendant la responsabilité entière. Et ça éviterait à l'enseignant de servir pendant 5 ans avant de pouvoir tout simplement passer cet examen et ensuite attendre des années encore pour pouvoir tout simplement se procurer de cet arrêté-là, lui permettant tout simplement de déposer son dossier au niveau de la fonction publique pour encore être dans la file d'attente. Ensuite, il y a l'enseignement privé, monsieur le ministre. Je pense qu'on doit en parler. L'enseignement privé, je pense qu'il y a une division au sein du ministère de l'Éducation, mais je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, qu'il soit érigé en direction. Après avoir écouté les interventions des uns et des autres, le ministre de l'Éducation nationale s'est engagé à diligenter les dossiers qui dépendent de ses services. Pour les autres revendications, il a promis de partager avec ses collègues ministres impliqués afin de trouver des solutions dans le court terme. Nous devons aussi avoir un agenda un peu plus régulier, que ce soit pas... il faut un engagement aussi du ministre ou du ministère.
pour dire que de façon régulière et périodique, voilà donc les rencontres de concertation que nous aurons. Et ça, nous le ferons. Pour les arrêtés et les décisionnaires, je disais hier à M. Thiam, qui est là, qui est du cabinet, que avant la fin du mois, et ça je voudrais, voilà, d'ailleurs j'en profite, je ne sais pas, je vais vous voir ce matin, je voudrais avant le 30, ma def ci ay résultats, c'est-à-dire que arrêté yi lépp loo xam ne ci man lay dépendre au niveau du ministère su des signatures rek la signature rek mu fanaan fii nga defal ma attaaya café ma signé waaw yooyu féete boor quoi su dee ci man lay dépendre. Les représentants des syndicats d'enseignants ont magnifié l'initiative du ministre Moustapha Mamba Guirassy de provoquer cette rencontre. Et puis le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique poursuit sa tournée dans les régions. Après Ziguinchor et Sédhiou, il s'est rendu dans la région de Tambacounda. Il a pu constater les efforts des agents des eaux et forêts et des parcs pour préserver justement la nature et le parc Nyokolokoba. Daouda Ngom annonce un renforcement des moyens et équipements pour les aider à bien accomplir leur mission. Tidiane Cissé. Des tronçonneuses, des armes, des lames, des tricycles, des motos et charrettes saisis par l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda. Cette visite a permis au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de constater le travail effectué par les agents des eaux et forêts dans le cadre de la lutte contre la déforestation dans la région. Nous avons vu le matériel qui a été saisi auprès des trafiquants de bois, du matériel lourd qui montre que le phénomène de la déforestation a pris une grande ampleur dans la région de Tamba. Et j'en profite pour magnifier le travail qui est fait par les agents des eaux et forêts, mais en collaboration étroite avec les autorités administratives, mais également avec les forces de défense et de sécurité. Et nous allons renforcer les équipes, renforcer également en équipement, parce qu'il y a des projets au niveau du ministère de l'Environnement, pour renforcer un peu le service forestier et accentuer la lutte contre la déforestation. Après l'inspection régionale des eaux et forêts, le ministre a visité la pépinière régionale avant de se rendre au niveau de la forêt classée de Botou, dans la commune de Sinthiou-Malem, où il a appelé les populations à s'impliquer davantage dans les initiatives de restauration des forêts. J'ai commencé ma tournée depuis jeudi et c'est la première fois que je vois vraiment une activité de restauration écologique. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici à Botou. Et c'est des expériences que nous allons multiplier parce que ça permet un peu de préserver les forêts classées, de réhabiliter les forêts classées qui sont dans un état de dégradation. Pour la dernière étape de ce déplacement à Tambacounda, Daouda Ngom s'est rendu dans le parc national de Nyokolokoba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Nous avons d'abord fait l'étape à Dar es Salaam où nous avons visité le périmètre maraîcher. Par la suite, nous avons visité le camp des Lions, nous avons visité l'hôtel Cimenti. Nous sommes actuellement au gué d'Amanta. Et en visitant le parc, on se rend compte qu'il y a un énorme potentiel. On s'est rendu compte aussi qu'il y a eu beaucoup de soucis au Nyokolo. Les agents font ce qu'ils peuvent et nous allons aussi porter le plaidoyer auprès de M. le Premier ministre et de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un plan Marshall vraiment pour le Nyokolo, parce que le Nyokolo a besoin de gros financements. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a également annoncé un appui technique dans le cadre du projet CNRM pour la restauration des 913 000 hectares du parc national de Nyokolokoba. Le haut commandant de la gendarmerie aux commandes, le général de division Martin Fay, a pris fonction ce mardi. C'était en présence du ministre des Forces armées, Moussa Mané. Le général de division Martin Fay recevant le fanion du commandement, symbole d'une prise de fonction à la tête de la gendarmerie nationale. Un rituel qui marque une étape importante dans la vie de cette institution militaire. Dans son ordre du jour numéro 1, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire compte inscrire son action
pour satisfaire les attentes des populations. En tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Pour le nouveau patron de la gendarmerie nationale, la seule présence d'un élément devra apporter sérénité et confiance à un citoyen. Aussi, les forces de la gendarmerie doivent exercer leur mission avec discernement et professionnalisme dans le respect des obligations déontologiques. La finalité, c'est de bâtir une relation de confiance entre la gendarmerie et les citoyens. Et pour être encore beaucoup plus proche de ces populations, le maillage du territoire sera renforcé. Ainsi, mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. Afin de garantir aux citoyens une sécurité en tout temps et en tout lieu, le général de division Martin Faye compte renforcer les unités. C'est ainsi que d'autres légions vont intégrer le dispositif de la gendarmerie. Il s'y ajoute la poursuite du renforcement des effectifs. Ces derniers mots sont destinés aux femmes et aux hommes qui composent la gendarmerie nationale. Je suis profondément honoré de vous commander. Et je suis fier de chaque femme et homme qui porte l'uniforme avec honneur et dignité. Je vous exhorte à consolider vos valeurs professionnelles et morales pour préserver notre posture républicaine. La compétence et la probité doivent demeurer nos repères permanents. Sous-lieutenant le 1er juillet 1992, le général de division Martin Faye a gravi les échelons jusqu'à arriver à cette station ultime de la gendarmerie nationale. Pour le ministre des Forces armées, c'est un officier plein de qualités humaines et professionnelles qui se distingue par son sens élevé du devoir. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'hommes dont la gendarmerie nationale a besoin pour mettre en œuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision. Après avoir décliné son ordre du jour, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a passé en revue toutes les unités qui sont aujourd'hui sous son commandement, des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour mener à bien la mission au sein de la gendarmerie nationale. La communauté mère du divin amour Sénégal tient son Cénacle des Nations à Dakar. L'événement a commencé ce 12 mai et prendra fin le 18 de ce même mois. Une semaine de prière et de louanges sous le thème « Ravive en toi le don de Dieu ». La messe solennelle de